Bienvenue dans notre émission Passé-Présent, au cours de laquelle nous allons évoquer, en la relisant avec la profondeur de l'histoire, un événement tout à fait actuel, à savoir la crise russo-ukrainienne. Et pour cela, j'ai invité Gaël Georges Moulek, qui est un spécialiste de la Russie, qui est docteur en histoire, qui a publié il y a quelques mois Ukraine, la fin des illusions, aux éditions SPM, et qui vient de publier une anthologie précieuse des discours de Vladimir Poutine, discours prononcés entre 2007 et 2022, et qu'il est très intéressant de connaître et d'analyser pour pouvoir commenter de manière précise et de manière pertinente les événements que nous sommes en train de vivre. Alors, Gaël Georges Moulek, pourquoi cette anthologie des discours de Vladimir Poutine? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à collectionner ainsi ces différents documents qui nous permettent de nous éclairer davantage sur la situation en cours? Bien, pour reprendre votre introduction, je dirais que vous avez parlé des événements que nous vivons. Et malheureusement, je crains de le dire, nous ne les vivons pas, nous les subissons. Donc pour ne pas subir, il me semble qu'il suffit, enfin, un des éléments pour ne pas subir est de comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire approuver non plus, mais ça veut dire comprendre, voir d'où vient la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et cette situation, bien évidemment, a une histoire. Une histoire qu'il aurait été possible peut-être de décrypter, de comprendre, de voir venir avant qu'elle ne devienne notre présent. Et c'est pour ça que je commence donc ce livre à partir de 2007, c'est-à-dire à partir du discours de Munich par Vladimir Poutine, un discours qui se fait donc lors d'une conférence internationale devant un panel rassemblant toute l'élite des relations internationales, y compris le secrétaire général de l'OTAN de l'époque, et lors de laquelle Poutine fait un discours qui, qui ne dit rien de nouveau. Tout était dit avant, mais tout était dit de façon dispersée, de façon ponctuelle, de façon allusive, si vous voulez. Et là, justement, l'importance de ce discours n'est pas tellement ce qu'il dit, mais c'est premièrement la façon dont cela est dit, c'est-à-dire de manière forte, posé, certains peuvent le considérer comme agressif, et puis surtout l'accumulation des arguments qui sont donnés. Le premier étant justement la nécessité de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire où chaque grande partie, grande puissance du monde aurait son mot à dire, et pas uniquement les États-Unis et les pays rattachés aux États-Unis. Donc je dirais qu'à partir de là, la situation devient beaucoup plus claire. C'est une prise de conscience, si vous voulez, des Occidentaux, que la Russie rentre dans une nouvelle étape à un moment où, justement, les tensions internationales recommencent à monter. 2004, nous avons eu la révolution orange en Ukraine. 2008, nous aurons la crise russo-géorgienne. Donc un moment particulier, si vous voulez, où que lance ce discours, ou que met en lumière ce discours. Alors ce discours, évidemment, c'est le premier document d'ailleurs que vous présentez dans votre ouvrage. Ce discours, il ne vient pas de nulle part, il s'est passé pas mal de choses auparavant. Je rappelle ce qui s'est passé avec la chute de l'URSS, la séquence eltsinienne, qui a été une période absolument catastrophique pour la Russie pratiquement dans tous les domaines, et puis l'arrivée au pouvoir inattendu, on peut dire, d'un Vladimir Poutine inconnu quelques années auparavant, et un Vladimir Poutine qui va renverser complètement la vapeur pour reprendre les choses en main, rétablir la verticale du pouvoir et de tenter de redonner à la Russie la place qui, selon lui, doit lui revenir dans le concert international. Alors, ce discours, il vient dans un contexte bien précis qui est celui des élargissements successifs de l'OTAN au cours des années précédentes.
Alors, si je peux juste revenir sur la présentation que vous faites, c'est une présentation, je dirais, linéaire. Et le problème, justement, c'est qu'elle n'a pas été si linéaire que ça. Je suis d'accord avec vous sur l'écroulement de l'Union soviétique, que Poutine considère comme une des catastrophes du XXe siècle. La période Yeltsin, c'est quand même la période aussi où la Russie prend conscience, avec l'opération de l'OTAN sur la Serbie, que les choses ne vont pas si bien, qu'elle n'est pas encore tout à fait l'amie de l'Occident, parce qu'on ne prend pas en compte ces considérations. Donc c'est le moment aussi où le Premier ministre de Yeltsin fait faire demi-tour à son avion qui est en direction des États-Unis et ne participe pas donc à la rencontre qui était prévue du fait de l'intervention de l'OTAN. Poutine inconnu, oui, mais préparé. C'est-à-dire on l'a fait monter petit à petit, d'abord fonctionnaire à l'université de Saint-Pétersbourg, après bras droit, chargé des affaires un peu délicate, voilà, du maire Sobchak de Saint-Pétersbourg. Puis après, il rentre dans l'administration présidentielle, puis devient chef du FSB et enfin Premier ministre, puis successeur désigné. Mais je dirais que l'erreur, non pas l'erreur, mais la vision qui ferait de Poutine quelqu'un qui arrive au pouvoir pour redonner sa puissance à la Russie est peut-être, je dirais, une lecture a posteriori. L'idée qui serait plutôt celle qu'on pourrait énoncer, est le fait que Poutine, lui, était prêt à une coopération avec l'Occident, était prêt à prendre en considération les besoins et les nécessités de l'Occident, si toutefois une partie ou la totalité des demandes russes étaient prises aussi, elles aussi, en considération. Et on peut voir ça avec la création, par exemple, en 2002, du Conseil OTAN-Russie. C'est quand même Poutine qui signe le document organisant ce Conseil qui fait de la Russie le seul pays non membre de l'OTAN avec lequel les décisions concernant des éléments bien évidemment limités, mais des éléments existants, où les décisions sont prises à l'unanimité, c'est-à-dire où le poids de la Russie est le même que le poids de chacun des pays de l'OTAN, sur des questions très précises, très limitées, bien évidemment. Mais donc, on voit, je dirais, toute une première partie. Alors, la date exacte, elle reste à voir, parce que 2007, ça arrive, mais c'est préparé avant. On ne fait pas le discours en 15 jours, si vous voulez, me semble-t-il. Donc, le vrai moment à voir de ce changement, je dirais, intervient donc à partir de 2004, mais pourquoi là, faudrait peut-être rechercher un peu plus. Je dirais simplement que en 2002, on voit un Poutine qui signe un document avec l'OTAN, un document qui prévoit justement une coopération très renforcée, des coopérations qui allaient, par exemple, sur la coopération dans le domaine des missiles du théâtre d'opération, si vous voulez, la possibilité de mettre en action des défenses anti-missiles si des troupes communes OTAN plus Russie, nous sommes bien loin, nous sommes dans l'histoire, étaient déployées sur un terrain d'opération. Donc des choses qui vont quand même relativement très loin. Et puis on voit 2007, puisque rien ne bouge, je dirais que l'histoire de Poutine est peut-être un amour déçu, si vous voulez, pour résumer un petit peu. C'est-à-dire un espoir que la Russie va rentrer dans le grand concert des nations, qu'on va lui donner une place qu'elle mérite puisqu'elle a refusé le communisme, qu'elle est en pleine expansion capitaliste, pour ne pas dire accumulation primaire du capital, et donc il peut se trouver déçu, à la limite de se ressentir trompé. Parce qu'il faut voir aussi qu'à cette époque continue, donc quand lui arrive au pouvoir, continue la guerre de Tchétchénie, où les pays occidentaux contribuent d'une façon certaine à l'armement des terroristes ou des combattants de la liberté tchétchènes. Voilà, ça dépend comment on veut les nommer. Notamment l'Arabie Saoudite.
Et pas que, parce que vous aviez des conseillers qui venaient de divers pays membres de l'OTAN, ça c'est clair. Voilà. Et puis il y a surtout cette question aussi au cours des années précédentes des élargissements successifs de l'OTAN. Quelles ont été les étapes de ce processus? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu le plus grand, c'était 1999, puis on a eu 2004, on a eu 2009 et 2017 et 2020. Oui. Mais je dirais que une grande partie des élargissements, justement, se sont passés sous la présidence Poutine. De Poutine. Voilà, à part celui de 99 qui était préparé avant, puisqu'il arrive en 2000, si vous voulez. Et alors, ces élargissements de l'OTAN suscitent bien sûr une grande question qui fait toujours débat. Est-ce que lors de la fin de l'URSS, lors des accords conclus entre Gorbatchev et les Occidentaux, que faut-il penser de cette idée selon laquelle les Occidentaux se seraient engagés au moins verbalement à ne pas envisager cet élargissement de l'OTAN vers les frontières de la Russie? Alors même à un niveau, je dirais, ordinaire. Est-ce que vous-même croyez à un engagement verbal ? Voilà, c'est la simple question. Malheureusement, les Russes... Moi, je suis naïf, je crois à la parole donnée. Voilà, les Russes aussi. Voilà. Donc après, bien évidemment, dans le monde impitoyable de la diplomatie et des relations internationales, la parole vaut ce qu'elle vaut, du fait même que les documents peuvent ne pas valoir tellement plus. Donc, mais un document est quand même quelque chose de plus fort. Oui. Et à aucun moment, il n'y a eu d'engagement écrit d'un pays ou des pays de l'OTAN ou de l'OTAN lui-même pour ne pas aller au-delà de ce qui avait été développé jusqu'avant 99, c'est-à-dire de ne pas implanter au-delà de la frontière de l'Allemagne de l'Ouest de l'époque, si vous voulez. Alors je crois qu'il y a certains responsables américains ou commentateurs américains qui d'ailleurs ont regretté cette extension de l'OTAN vers l'Est. Également certains diplomates européens, je pense à Hubert Védrine par exemple, je crois, étaient assez critiques vis-à-vis de cette politique. Ils ont pu être critiques, mais la France y a participé et l'a sanctionné, enfin l'a agréé, si vous voulez. Oui. Puisqu'il suffit qu'un seul pays de l'OTAN ne soit pas d'accord pour que les choses ne se déroulent pas. Donc on peut toujours revenir en disant on n'était pas d'accord, mais si on n'était pas d'accord, on signait pas. Voilà. Et là, la chose ne se faisait pas. Et donc, ce processus a pu alimenter le sentiment ou le complexe d'encerclement qui est traditionnel, il faut le dire, dans l'esprit des responsables russes, et cela pratiquement si vous voulez, au fil des siècles. Une région, un pays ou une zone qui a connu tout à la fois les attaques des nomades, les attaques des Teutons, les attaques des Suédois, des Polonais, des Mongols tatars, parce qu'avant il y avait encore d'autres nomades, de Napoléon et d'Hitler, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on peut avoir des conséquences sur la compréhension du monde, me semble-t-il, sans parler de l'intervention lors de la guerre civile, où vous aviez quand même présent sur le sol de la Russie des Anglais, des armées, bien évidemment, des troupes françaises, anglaises, américaines, japonaises. Jusqu'à Irkoutsk. Voilà, donc c'est sûr, plus des Tchèques qui transhumaient, si on peut dire. Donc si vous voulez, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment leur jeter la pierre. L'histoire n'a pas vraiment été favorable, je dirais. L'histoire peut alimenter ce genre de crainte bien évidemment, ou de précaution. L'attaque allemande du 22 juin 41, l'attaque entre guillemets surprise quand même. Voilà. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que ce développement de l'OTAN intervient aussi avec, comment on pourrait dire, une double compréhension. C'est-à-dire que au sein même des pays de l'OTAN, vous avez ceux, je dirais, l'ancienne Europe, qui,
appartenir à l'OTAN n'implique pas obligatoirement pour tous avoir des bases américaines, c'est simplement coordonner une politique de défense, entre guillemets, pour faire simple, ça ne mange pas de pain, si vous voulez. Et puis, d'autres pays européens qui, eux, voient l'OTAN comme justement une dague, une lance contre la Russie, impliquant à la fois la présence de troupes américaines, la présence de bases et l'utilisation de l'OTAN comme préparation, comme même pas garantie, comme moyen, comme outil de défense, voire même d'agression ou d'attaque contre la Russie. Donc c'est cette compréhension, si vous voulez, qui trouble un peu les choses. Parce qu'on peut être d'accord pour dire qu'un pays rentre dans l'OTAN en disant il va coordonner sa politique, et puis voilà, tout ira bien, entre gens de bonne famille, si vous voulez, voilà. Et puis vous avez l'autre vision qui est on rentre dans l'OTAN pour y aller, pour casser du russe, quoi. Et c'est justement ce trouble qui a fait que certains pays que je qualifierais de normaux, comme la France, ont pu être d'accord pour ce type d'élargissement. C'est cette double compréhension, si vous voulez. La volonté de ne pas voir que l'OTAN était en réalité un instrument ou un outil, et n'était pas une organisation chargée de la stabilité. Alors il y a eu donc la fin de l'URSS et toutes les ambiguïtés qui apparaissent alors. Il y a eu en 2004 aussi une première révolution de couleur en Ukraine. Il y a eu ensuite en 2008 l'affaire géorgienne. Alors dans tout ce contexte-là, que nous dit Vladimir Poutine en 2007 lors de son discours de Munich? Si vous voulez, là quel en est le contenu? Tout à fait. Bon, pour 2008, il n'a pas de vision, hein, c'est en 2007. Mais pour 2004, c'est un peu la vision, je dirais, du fait d'une double approche de l'Occident. D'un côté, la volonté de voir la Russie se démocratiser, devenir un pays capitaliste, et de l'autre côté, le maintien d'une certaine méfiance, le maintien d'une certaine précaution, et l'avancée des pions, entre guillemets, des pions occidentaux partout où cela est possible. Oui. Donc c'est déjà cette vision du fait que peut-être il se serait fourvoyé, trompé. Ça ressort pas de ce qu'il dit, bien évidemment, il dit pas je me suis trompé, mais on voit que ce pari sur l'Occident a été un pari qui à terme n'a pas rapporté les fruits attendus. Ouais. Voilà, et c'est ça le vrai problème, si vous voulez. D'autant que la lecture des textes occidentaux, et notamment de ceux qui incarnent la géopolitique occidentale américaine, est assez clair. Le grand échiquier de Brzezinski, ancien conseiller du président Carter, c'est de séparer l'Ukraine de la Russie. Le penseur géopolitique américain d'aujourd'hui, il écrit noir sur blanc, il faut arracher l'Ukraine à la Russie ou à l'influence russe, parce qu'il voit bien le danger que pourrait représenter pour l'hégémonie américaine un ensemble continental eurasien dont la Russie serait le centre de gravité, et un ensemble continental qui, dans le nouveau contexte post-guerre froide, pourrait se trouver des partenaires en Europe occidentale, constituant ainsi un bloc susceptible de mettre en cause la domination américaine. Et là, ce serait une Europe non plus de l'Atlantique à l'Oral, mais de l'Atlantique à Vladivostok. Voilà. Ou comme disaient certains du Portugal à Vladivostok. Voilà. Et donc les Américains quelque part ont bien vu le danger, et d'ailleurs ils l'avaient déjà perçu un peu de la même manière à l'époque de la guerre froide, puisque au-delà de l'affrontement idéologique et de l'affrontement des modèles économiques, il y avait dans la guerre froide toute une dimension géopolitique très claire, théorisée par Speakman, avec toute la théorie des des périphéries de la masse continentale que devaient contrôler de la Corée du Sud à l'Europe occidentale les Américains pour s'assurer d'être en mesure de contenir la puissance soviétique vont
vont conduire Poutine à réviser quelque peu le jugement initial qu'il pouvait porter sur un éventuel rapprochement, une éventuelle complémentarité entre la Russie et l'Occident. Alors deux choses. Première chose, pour revenir sur les États-Unis. Moi, ce qui m'interroge, si vous voulez, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont développés en répandant, je dirais, une certaine qualité de vie, en augmentant le niveau de vie des populations européennes, en apportant quand même quelque chose. À l'époque du plan Marshall. Ouais. Voilà, des choses tout à fait intéressantes. Bon, pour lutter contre le communisme, pour lutter contre... c'est tout à fait normal, mais au moins, il y avait une volonté d'aider ou de développer les populations. C'était une arme contre les tentations du communisme. Voilà, et puis pour qu'on achète les produits américains. Bon, intérêt bien compris, je dirais. Mais depuis quelques dizaines d'années, on voit que les États-Unis se maintiennent ou se développent en répandant le chaos. C'est ça qui est assez étonnant. Répandre le chaos dans les Balkans, répandre le chaos au Proche-Orient, et maintenant répandre le chaos, y compris jusqu'en Europe. Parce que la guerre... la guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle se passe quand même à quelques centaines de kilomètres de la France. Enfin, c'est pas de l'autre côté du monde. Et les conséquences, elles sont immédiates. Augmentation des prix, perte de certaines positions pour l'Europe, refonte complète de tout ce qui est énergie avec des prix de l'énergie qui montent. Enfin, si vous voulez, c'est le chaos importé en Europe. Donc, pensez à ça. Concernant, je dirais, alors, au deuxième point, concernant Poutine, je dirais que la question qui se pose, c'est qu'il y a une vision, si vous voulez, une vision claire à partir de 2007, et puis une mise en pratique qui est, elle, contingente. Je dirais, où dans la mise en pratique, il y a toujours un espoir qu'à la fin, on va s'entendre. Et ça vient de la vision qui a été développée après la chute du communisme, ou aux environs de la chute du communisme, c'est celle que l'économie décide de tout. Donc si c'est économiquement intéressant pour l'un et pour l'autre, on va bien finir par s'entendre. Eh bien non. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il y a des questions, il y a des points qui sont d'un autre ordre. Ordre de suprématie, ordre de géopolitique, et qui ne répondent pas à la logique où un bon accord vaut mieux qu'une mauvaise guerre. Eh bien non, il y a des fois, une mauvaise guerre sera préférée à un bon accord économique, où tout le monde s'entend. Et c'est là où justement, je dirais, les retards à l'allumage souvent de la diplomatie, enfin de la politique internationale russe, s'expliquent justement par cette volonté de tenter de ménager le chou, la chèvre et de pas se mettre mal avec la fermière, si vous voulez, et qui font que la décision qui s'impose évidemment n'est pas prise. Elle est prise plus tard, peut-être pas avec la force et l'intensité qu'elle devrait avoir. Tout ça parce que il y a encore cette idée que si c'est économiquement rentable, valable, on va réussir à s'entendre. Ça marche pas à tous les coups. Oui, parce que les déterminismes géopolitiques conservent une importance majeure. Voilà. Ça a été la grande découverte des dernières décennies. On imaginait, n'est-ce pas, une évolution vers un monde unifié par l'économie, par la mondialisation heureuse, etc. Voilà. C'est tout le rêve d'un Fukuyama à l'issue de la guerre froide. En réalité, l'histoire fonctionne autrement. Il y a des grands blocs politiques, civilisationnels qui sont là, qui sont héritiers d'une très longue histoire et qui entendent jouer un rôle, imposer leur volonté, leur hégémonie au moins sur un espace donné. Et c'est dans ce contexte-là qu'effectivement ça se passe mal avec la Russie, et c'est dans ce contexte-là qu'il nous lance ce discours de Munich qui est censé marquer un petit peu la fin de la récréation, quoi. Je dirais peut-être pas jusque-là, mais l'affirmation réunie des diverses demandes russes. Voilà. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est aussi l'étalement, et on voit là les documents de décembre, novembre-décembre 2021, où on voit les dernières propositions russes avant d'entamer
l'attaque, l'offensive contre l'Ukraine. L'opération militaire spéciale. Tout à fait. Et exactement, voilà le mot exact. Et donc, si vous voulez, ces documents reprennent d'autres documents qui avaient été distribués, je dirais, au moment de la présidence Medvedev, qui disaient à peu près la même chose, des documents des propositions faites vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN, et qui à l'époque, au temps de Medvedev, n'ont pas été pris en considération, et là non plus, n'ont pas été plus pris en considération. Et les Russes indiquaient dès le début, et ça, même en essayant de bien lire, de bien comprendre, ils indiquaient que si ces documents n'étaient pas pris en considération, il y aurait des conséquences technico-militaires. Alors, je me suis interrogé ce que ça pouvait dire. Moi, je voyais des choses liées avec des missiles à Kaliningrad, peut-être des missiles... Oui, et puis les accords de désarmement aussi. Ça c'est autre chose. Mais si vous voulez, quelles auraient été les décisions russes? Moi, je voyais plus un réarmement plus fort aux frontières, quelque chose sur Kaliningrad. Enfin, mais sur l'intervention en Ukraine, je dois dire que le 24 février, ça a quand même été, au matin, ça a été une surprise. C'est une surprise, voilà. Oui. Pas une bonne surprise, mais une surprise. Parce que tout le monde pensait que la montée en puissance des moyens russes, c'était dans la perspective d'un compromis, d'une négociation. Voilà, faire monter un peu les enjeux, mais sans aller plus loin. Et là aussi, si vous voulez, si on continue sur cette lancée, on voit je dirais, alors est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas, mais la croyance dans le fait que les choses allaient être rapides. Ah oui, certainement. Pour les Russes, enfin vite fait pour les Russes. Oui. La possibilité d'avoir un changement de gouvernement, l'attente des populations ukrainiennes voyant les Russes comme des libérateurs, je dirais que le niveau de l'auto-suggestion ou l'auto-intoxication est assez impressionnante. Enfin, à première vue. Après, en même temps, le succès éclatant de l'opération de Crimée en 2014 pouvait inciter à un certain optimisme. Mais alors l'optimisme pouvait être certain, et je vais aller dans votre sens en vous disant que sur les 24 000 militaires ukrainiens présents en Crimée au moment des événements, 18 000 ont choisi de devenir militaires russes. Voilà, donc il est sûr que se basant sur de tels faits, on pouvait espérer un dénouement rapide et agréable et non douloureux. La réalité est un peu différente. Pourquoi? Parce que justement, la Crimée est russe, c'est-à-dire historiquement, est peuplée de Russes. Pourquoi? Simplement, c'est comme si on disait que les environs de Brest ne sont pas peuplés par des marins. Pourquoi? Parce que les gens... la Crimée, c'est le porte-avions de la Russie, pour faire simple. Hein, c'est le porte-avions de la Russie, avec en plus ces navires de guerre. Donc que se passe? Et c'est un climat particulièrement agréable par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres parties de la Russie. Donc qu'est-ce qui se passe tout au long de l'Union soviétique? Des gens servent dans la marine en Crimée, et ces gens-là, venant principalement de Russie, puisque les Russes étaient la population principale de l'Union soviétique, restent au moment de la retraite, les enfants s'installent, et ainsi de suite. Donc, il est évident que cette région donnée à l'Ukraine par Khrouchtchev en 1954 est peuplée de Russes. Donc, il est évident aussi que quand vous avez un coup d'État en Ukraine, un coup d'État nationaliste en Ukraine, que les Russes présents en Crimée s'interrogent, et que si la Russie propose une aide au travers des petits hommes verts pour que les choses s'arrangent, ils vont bien évidemment aller du côté de la Russie. Mais c'est penser que la Crimée est l'Ukraine. Non, la Crimée n'est pas l'Ukraine et l'Ukraine n'est pas la Crimée. Les populations en Ukraine, dans la partie ouest de l'Ukraine, sont tout à fait différentes, historiquement différentes et animées par une idéologie différente aussi. C'est parce que toute cette partie occidentale de l'Ukraine, c'est là qu'est le foyer initial du nationalisme ukrainien,
tel qu'il va naître à la fin du XIXe siècle, tel qu'il va s'exprimer dans le contexte de la Révolution de 1917, ou tel qu'il va s'exprimer également par un accueil favorable des Allemands en 1941. Intervention allemande qui vient, il faut le rappeler, après la grande famine de 1933, qui a affecté pas seulement l'Ukraine d'ailleurs, voilà. les masses paysannes en général. Les masses paysannes soviétiques, mais en voilà. tout cas, qui a été particulièrement perçue en Ukraine et qui fait partie maintenant de tout l'appareillage mental, culturel des Ukrainiens comme un élément de mémoire absolument c'est un élément fondamental. de mémoire créé, organisé, et à partir d'un centre ukrainien créé dans les années 50 auprès de l'université d'Harvard. C'est de là que vient cette histoire du Holodomor. Holodomor, faut savoir d'où ça alors vient. qui est une réalité encore, mais qui n'était pas spécialement tournée contre l'Ukraine. Les masses paysannes russes des régions le bassin de la Volga, le bassin de la Volga en Russie, le Kazakhstan ont été touchés de la même manière par ces guerres contre les paysans, contre les koulaks. Et des vraies guerres, et qui ont été les troupes étaient engagées. particulièrement meurtrières. Tout à fait, mais il ne faut pas en faire un cas unique. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est l'ensemble de la paysannerie qui a été traitée de cette façon-là. Les guerres contre les paysans. Mais ce qu'on voit, si vous voulez, et là vous le montrez bien, c'est-à-dire cette différence des populations au sein de l'Ukraine, et puis cette vision, je dirais, russe, du fait que les Ukrainiens attendaient, entre guillemets, une libération, c'est-à-dire l'auto-intoxication du fait que le régime est insupportable pour la population. Il est insupportable pour une partie de la population russe, et qui s'est soulevée d'ailleurs. Elle s'est soulevée en 2014, celle du Donbass et de Lugansk, et du Donetsk et de Lugansk. Et donc, si vous voulez, c'est cette réalité à laquelle s'affronte la Russie à partir du 24 février 2022, voilà. Et c'est ce qu'il faut voir aussi. Et là aussi, grave erreur des Occidentaux. La grave erreur, c'est peut-être de l'avoir fait, mais c'est surtout de l'avoir avoué, c'est-à-dire d'avoir dit aussi bien Hollande que Merkel, et Parachenko avant, que les accords de Minsk, c'est-à-dire les accords qui devaient permettre de séparer les belligérants de la guerre civile ukrainienne, c'est-à-dire l'Ukraine, on peut dire, de l'Ouest, et de l'autre côté le Donbass avec le Donetsk et le Lugansk, principalement habité par des gens d'origine russe. Et donc, pour mettre un terme à cette guerre civile qui débute donc au printemps-été 2014, les accords de Minsk, qui sépare les belligérants, qui organise l'évacuation des armes de longue portée des deux côtés, qui prévoit aussi, avec l'aide des Allemands, la mise en place de certains systèmes sociaux, de transfert d'argent permettant aux gens, aux anciens présents dans le Donbass, de toucher leur retraite quand même, malgré la rupture entre les deux pays, enfin les deux régions. Et donc ce qui se passe, si vous voulez, c'est que cet accord que les Russes ont agréé, Minsk 1 et Minsk 2, a été déclaré comme étant une façon de faire patienter, de faire attendre, d'éviter l'écroulement de l'Ukraine pour la réarmer contre la Russie. Et ça a été dit à la fois par Hollande et par Merkel. Là, peut-être l'avoir fait n'est pas très bien, mais l'avoir dit, c'est encore pire. Un président ne devrait pas dire ça. Voilà, et un chancelier encore moins peut-être, et une chancelière. Et donc c'est assez terrible, parce que maintenant, comment arriver à ce que les Russes reviennent à la table alors qu'il n'y a plus de confiance, parce que Merkel était quand même vue de façon positive. Hollande, peut-être pas vraiment, d'accord, mais Merkel, était quelqu'un avec qui on pouvait négocier. Maintenant, qui reste-t-il, et quel va être le niveau la valeur donnée à la parole d'un pays occidental? Première chose sur ce qui avait été dit sur l'OTAN. Pas signé, d'accord, mais ce qui avait été quand même dit. Et puis là, un accord qu'on signe
officiellement pour faire la paix, pour éviter la scission de l'Ukraine de ce côté-là, et puis qui est annoncé ou dénoncé comme étant simplement une farce pour gagner du temps et réarmer l'Ukraine. Avec qui les Russes vont pouvoir négocier, en qui les Russes auront confiance, les Chinois ou les Turcs, peut-être, c'est tout ce qui reste. Et c'est pas bon pour nous. Et que dire de François Hollande aligné sur Washington qui ne livre pas le Mistral, le navire à l'époque Mistral aux Russes, alors qu'il y avait là un élément de coopération tout à fait positif. Ça ne peut qu'entamer la confiance qui doit présider les relations entre États. Vous avez raison, un accord signé doit être plus ou moins respecté. Mais je dirais que c'était dans l'air du temps, ça pouvait se comprendre. Mais arriver à dire qu'on a signé un accord de paix justement pour réarmer, c'est encore plus gros. Faut pas, si vous voulez. On comprend mal d'ailleurs ce genre d'aveu, parce qu'il est quand même tout à fait contre-productif. C'est pire qu'un crime, c'est une faute, c'est ça. Vis-à-vis du partenaire à qui on s'adresse, mais vis-à-vis des opinions publiques aussi, dans cette affaire. Que vaut la parole de l'État si au niveau international, elle n'a pas sa valeur. Exactement. Et alors, Vladimir Poutine va continuer à faire un certain nombre de discours, donc après 2007. Quels sont les moments pour vous qui vous paraissent les plus significatifs tout au long de cette période? Alors je dirais que les discours les plus marquants sont pas obligatoirement des discours, mais ce sont des articles. Et c'est deux articles. L'un sur décrivant l'Ukraine comme un pays frère. Voilà, ça c'est un point et important. L'autre sur le début de la Seconde Guerre mondiale, enfin plutôt de la Grande Guerre patriotique, et qui montre justement deux choses. Le premier, donc, c'est les Ukrainiens, entre guillemets, sont des Russes comme les autres, pour Poutine, pour simplifier, bien évidemment, montrant l'existence d'un continuum historique et d'un continuum aussi ethnique, puisque les mariages, entre guillemets, mixtes sont légion, si vous voulez. Les gens ne cherchaient pas vraiment l'ethnie de l'un de l'autre, voilà. Ça, c'est une chose, donc montrer la profondeur des relations et l'historicité de ces relations, et de l'autre côté, la mise en place, je dirais, non pas d'une nouvelle histoire de la Grande Guerre, du début de la Grande Guerre patriotique ou de la Seconde Guerre mondiale, mais sa dépolitisation. On peut dire qu'avant, l'histoire de la Grande Guerre patriotique était une histoire qui cachait des choses, qui cachait l'engagement européen aux côtés des Allemands. Si on fait la liste des hommes envoyés par la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, les pays... Les volontaires de la croisade contre le bolchevisme. Voilà, volontaires ou pas volontaires, parce que les Italiens étaient volontaires mais militaires, enfin les Français étaient volontaires, et puis les autres étaient des vrais militaires, les Roumains étaient des vrais militaires, et ainsi de suite. Donc ça c'est en parler, si vous voulez, et puis montrer la volonté aussi de l'Occident de lancer l'Allemagne contre la Russie par tous les moyens, avec on pourrait dire, un guest star qui est la Pologne, qui là vraiment se manifeste particulièrement, puisque tout accord entre alliés, si vous voulez, avant 1939, supposait la possibilité pour les troupes russes de passer par la Pologne pour arriver jusqu'en Allemagne, parce que c'était quand même une nécessité géographique. Notamment au moment de l'affaire de Munich. Voilà. Et justement, l'explication, non plus la contrition vis-à-vis du pacte Molotov-Ribbentrop, mais l'explication. Tout a été essayé et Munich a montré que c'était pas possible et que la parole justement des Occidentaux était... Staline s'est convaincu que les puissances occidentales, qu'elles soient autoritaires ou démocratiques, étaient prêtes à s'entendre contre l'URSS. Tranquillement pour... La patrie du prolétariat, la patrie du socialisme, et c'est sa perception des choses. Donc il gagne du temps en signant le pacte
avec Ribbentrop. C'est même pas gagner du temps. En août 39. C'est même pas gagner du temps. C'est aller à la seule solution qui reste. Puisque au même moment, vous avez les Français et les Anglais qui sont dans les mêmes couloirs que les Allemands et qui négocient. Mais qui négocient avec c'est même pas des deuxièmes couteaux, c'est des 20e couteaux et qui n'ont pas le droit de signer. Et qui n'ont pas le droit de signer. Et qui sont à Moscou au même moment. Au même moment. Bon, voilà. Donc, on aurait envoyé des gens d'un autre calibre avec l'autorisation de signer, plénipotentiaire. Bon, l'Allemand, il était plénipotentiaire et c'était le ministre des Affaires étrangères. Donc bon, bien sûr. Voilà, c'est pas pour... quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens, si vous voulez. Dans un premier temps, c'était tout bénéfice pour Staline qui récupérait une partie de la Pologne et les pays baltes. Tout à fait. Dans un premier temps, parce qu'après, ça désorganisait la défense du pays qui était basée sur certaines fortifications qui n'avaient plus de raison d'être puisqu'elles étaient à quelques centaines de kilomètres maintenant de la frontière. Voilà. De la frontière, Voilà. Alors donc, Poutine revient sur les conditions dans lesquelles la Seconde Guerre mondiale s'est déclenchée. Il explique ou il justifie le pacte germano-soviétique comme la dernière la seule solution qui restait, si on peut dire. Voilà. D'août 1939. Et également, il incite, vous l'avez dit, sur la proximité entre Russes et Ukrainiens. Et ça, c'est un point évidemment important, parce qu'il y a un grand débat, qui est ancien d'ailleurs, sur ce qu'était la Rousse de Kiev au Xe siècle, des colonisateurs varegs venus du Nord qui ont agrégé des tribus slaves de ces régions pour constituer une principauté qui a été une puissance non négligeable autour de l'an 1000, mais qui a été balayée ensuite par les envahisseurs mongols. Alors, colonisateur, là, c'est pas tout à fait. C'est pas le terme qui vous convient. Non, c'est pas. Écoutez, allez-y. Donc, ce serait plutôt comment on pourrait dire, une suite princière qui aurait trouvé à s'établir et à organiser la paix auprès de tribus ou de groupes qui étaient encore dans la proto-histoire, dans une large mesure. Je dirais qu'ils surtout s'affrontaient les unes avec les autres. Oui. C'est surtout ça le vrai problème. Alors, colonisation, non, parce qu'il n'y a pas eu de population, si vous voulez. C'était quelques familles princières qui sont arrivées et qui ont organisé les choses, voilà. Et ça qui ont duré jusqu'à Ivan le Terrible, c'est la même lignée. Donc si vous voulez, colonisation pas tout à fait. Par contre, organisation d'un pouvoir avec un pouvoir central, mais c'est un pouvoir russe qui est situé à Kiev, c'est pas autre chose. Et on voit cette dérive, si vous voulez, aussi bien, je prendrai deux exemples pour dire la Russie de Kiev, non, c'est la Russie à Kiev. C'est pas tout à fait la même chose. Ou quand on parle aussi des armées, lors de la Seconde Guerre mondiale, des armées du front ukrainien. Donc maintenant, pour nombre d'Américains ou de journalistes rapides, ça voudrait dire que c'était composé d'Ukrainiens. Non, c'est simplement le fait qu'ils agissaient sur le territoire de la République socialiste soviétique d'Ukraine, si vous voulez, ou en direction de... Mais ils n'étaient pas plus composés d'Ukrainiens que les autres, si vous voulez. Il y avait très peu de bataillons, entre guillemets, nationaux, si vous voulez. Dans l'armée rouge. Dans l'armée rouge, il y a dû y avoir des Lettons et des Bachkirs, si vous voulez. Donc, voilà, c'est à peu près... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce lien entre Ukrainiens et Russes a toujours été combattu par les Allemands, combattu par les Autrichiens, parce qu'en réalité, le nationalisme ukrainien tel qu'on le connaît et qui s'est développé, les bases, si vous voulez, naissent en Autriche-Hongrie afin d'éviter que justement ces populations-là aillent trop vers la Russie. Autour de Lemberg, devenu Lvov, voilà. Dans ces régions de Galicie. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même eu un projet chez les centraux pendant la Première Guerre mondiale de constituer une Ukraine qui aurait été confiée à un archiduc autrichien, voilà, qui aurait constitué une sorte de protectorat des empires centraux à cette époque-là. Donc il y a tout un ensemble d'éléments là qui contribuent à construire ce projet de nation ukrainienne. Je dirais que c'est un territoire et une population
que chacun essaye de se prendre, si vous voulez. Voilà. Il faut voir que l'Ukraine est une construction historique, petit à petit, qui part au XVIIe siècle et qui arrive jusqu'en les derniers ajouts étant 1954, avec la Crimée et puis après la guerre aussi une partie de la Bessarabie qui est alors, rajoutée. Cette nation ukrainienne, on peut considérer qu'à l'époque soviétique, eh bien, elle est rattachée à cet immense ensemble de l'URSS. Je peux me faire des amis, mais il n'y a pas de nation ukrainienne. Oui, alors voilà, c'est la question. Il y a des Ukrainiens, des gens qui parlent ukrainien, et une zone, un territoire qui est soviétique. J'ai eu l'occasion d'aller à Donetsk avant les événements. Vous ne savez pas où vous êtes. Quand vous êtes à Strasbourg, vous comprenez où vous êtes. Quand vous êtes à Marseille, vous comprenez où vous êtes. Vous êtes dans la rue, vous regardez la population. Là, vous ne comprenez pas. Parce qu'à Donetsk, justement, vous aviez, entre guillemets, de tout. De toute l'Union soviétique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez une population de base, on peut dire ukrainienne si on veut, qui est agricole, et vous avez une industrialisation. Et qui vient faire l'industrialisation? Qui a amené des migrations internes. Eh bien, c'est tous les autres. Voilà. Et donc, si vous voulez parler de nation ukrainienne, c'est en construction à l'heure actuelle, mais une construction qui n'est pas dirigée vers l'intégration dans le monde, mais qui est dirigée dès le début, à partir de la fin, même des années 70-80, parce qu'on parle du Parti communiste d'Union soviétique, vous aviez des réunions en Ukraine qui étaient organisées pour l'ensemble des responsables ou des professeurs, des membres du parti, si vous voulez. L'invitation était en ukrainien. Alors que c'était un événement de l'ensemble de l'Union soviétique. Encore dans le cadre de l'URSS. Voilà, et c'était écrit en ukrainien. Donc cette tendance... Donc il y avait une réalité quand même linguistique, nationale... créée à partir du XIXe siècle par l'Empire austro-hongrois qui a subsisté, si vous voulez. Mais il est vrai qu'il y a une partie de la population. Mais cette partie de la population, c'est comme si vous disiez que la France, c'est la Bretagne. Ben non, il n'y a pas que des Bretons en France, si vous voulez. Voilà. Est-ce que cette nation ukrainienne, ça c'est une grande question aujourd'hui, on peut discuter de sa réalité, de sa proximité ou pas avec les Russes, mais est-ce que le fait de la guerre qui se déroule actuellement, ça ne va pas contribuer justement à cristalliser de manière très forte un sentiment national anti-russe pour l'affaire? Je dirais que c'est sûr que quand vous vivez dans un endroit et que cet endroit est pilonné, mais vous cherchez déjà à savoir qui vous a pilonné. Donc ça limite un peu ça limite ça. Et puis surtout, je dirais, les populations qui étaient déjà anti-russes vont le rester. Et celles qui étaient pro-russes peuvent changer, mais je pense que ce qui peut les attendre du côté ukrainien ne va pas vraiment leur donner tout à fait l'idée de passer du côté ukrainien. C'est ceux de Donetsk et de Lugansk, ils iront jamais. Ils ont eu 14 000 tués entre 2014 et 2022. Eux, ils font la guerre depuis 2014. Voilà, ceux-là, ils sont tout à fait attachés à la Russie. On n'imagine pas que ces territoires-là puissent revenir à l'Ukraine. C'est comme la Crimée. Ah ben les gens qui vivent en Crimée, oui, je pense pas qu'ils aient vraiment envie de retourner en Ukraine. Et là, si vous voulez, j'imagine que c'est une ligne rouge pour la Russie et pour Poutine, quelle que soit l'évolution des événements militaires en cours. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est bon, le terme de ligne rouge est souvent comment dire... pas mal approprié, mais mal utilisé. Une ligne rouge, elle devient plus rouge, quoi. On se dérougit. Et le vrai problème, si vous voulez, actuellement pour la Russie, en parlant de ligne rouge, c'est justement ce fait à la fois d'en fixer certaines, de pas obligatoirement les respecter, et que l'Occident ne connaît pas la réalité de ces lignes rouges. Donc c'est ça qui est gênant, si vous voulez. Quand c'est des lignes rouges, elles doivent être rouges. Et on ne peut pas les transgresser. Là, souvent des choses se passent. Par exemple, il y a quelques jours, l'école, enfin l'établissement, l'édifice de l'école ou du lycée russe à Varsovie a été, entre guillemets, qui est sous protection diplomatique, a été confisqué par les Polonais. Et les Russes annoncent
retaliation, quelque chose contre. Mais ils annoncent toujours ça à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va dans le même sens et on ne voit jamais rien venir, si vous voulez. Donc petit à petit, à force de cette non-réaction, l'appétit monte, si vous voulez, ou l'arrogance monte. Donc c'est mauvais parce qu'à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'on a vu en Ukraine, on y croyait pas, enfin bon, les Russes parlent, on verra bien, puis à un moment ils ont agi. C'est ça le problème, c'est-à-dire que le non-respect de certaines lignes rouges fait que l'Occident n'arrive pas à réellement comprendre quelles sont ces lignes rouges, et à un moment dépasse, entre guillemets, les vraies lignes rouges, avec une réaction qu'on peut considérer comme surdéveloppée, excessive, mais c'est là où on a touché les vraies lignes rouges. Voilà. Alors que le fait de ne pas les énoncer clairement avant laisse espérer. Donc, si on ne nous dit rien, on peut continuer. Ben oui, mais jusqu'au moment où ça passe plus. Voilà, c'est ça qui est dangereux. Et vous avez un pronostic pour l'évolution des choses dans les mois à venir? Ah, c'est pas les mois, c'est les années. Les années. Et si vous voulez, avant que l'on puisse prendre un vol direct Paris-Moscou, je ne suis pas sûr que nous voyons ça de notre... C'est mal barré, si vous voulez. Ah oui. C'est-à-dire que je ne parle pas de guerre, ou je ne parle pas d'action militaire. Oui. Je parle que la tension entre l'Occident et la Russie va perdurer, et que pour retrouver le niveau des années, je dirais début des années 2000, où il était même question de ne plus faire de visa avec pour aller en Russie. À un moment, même dans certaines villes, vous pouviez juste faire le visa en arrivant. Qu'on puisse prendre un avion direct Paris-Moscou, je ne suis pas sûr qu'on le voit. C'est-à-dire que nous allons entrer dans une phase qui peut rappeler à beaucoup d'égards ce qu'a été la guerre froide. Pire. La guerre froide, vous alliez à Moscou, vous preniez le train à Paris-Nord et vous arriviez à Moscou. Et vous n'avez même pas besoin de changer de train. Maintenant, ce train n'existe plus, si vous voulez. Le train que tout le monde a pris, ceux qui sont allés en Russie, ils ont pris à un moment ou un autre de leur vie, il n'existe plus. Bien, c'est sur cette remarque pessimiste, quelque part, réelle, que nous en terminerons de cette conversation. Merci beaucoup, Gaël Georges Moulec. Je rappelle les titres de vos ouvrages: Ukraine, la fin des illusions, et puis Les discours de Vladimir Poutine, 2007-2022. Ces deux ouvrages aux éditions SPM. Alors, je signale que vous aviez publié aussi, il y a peu, un document très intéressant qui était le journal d'un diplomate belge à Moscou, à Saint-Pétersbourg, en 1917. Donc, cela s'appelle Moscou 1917, et ce sont les rapports envoyés à sa hiérarchie par le consul belge à Moscou sur les événements. Et si vous voulez, Petrograd étant la capitale, on connaît les événements, on sait exactement sur Moscou. Je dois dire que c'est un document un peu inédit. Un document tout à fait qui apporte des choses différentes. Et très utile pour comprendre les événements de la révolution russe. Merci beaucoup, Gaël. Merci à vous. Et oui, vous savez que je suis content aujourd'hui parce qu'on va parler de Napoléon, et puis de quelle manière, puisqu'on va parler de la bataille d'Austerlitz. Austerlitz, c'est ce jour du 2 décembre 1805 où tranquillement l'empereur Napoléon Ier va mettre la fessée à deux empereurs réunis contre lui, l'empereur d'Autriche et l'empereur de Russie, s'il vous plaît. C'est sans aucun doute la victoire la plus célèbre de Napoléon, qu'il doit autant à son génie tactique qu'à des conditions météorologiques favorable. Eh bien, on va revenir là-dessus avec bonne humeur. Tout
commence à Boulogne, sur les rives de la Manche, si je puis dire, donc tourné vers l'Angleterre. Pourquoi ? Eh bien parce que Napoléon a un plan d'invasion de l'Angleterre qui fomente contre lui depuis de nombreuses années, on va pas se le cacher. Et pour ce faire, eh bien, il réunit 200 000 hommes au camp de Boulogne, et là, il attend sur ce qui a toujours fait défaut à la France, c'est-à-dire la flotte. Il ne peut pas compter sur la flotte, et en plus, l'Angleterre, comme à l'accoutumée, a réuni, au passage, une coalition contre la France, c'est la troisième. Donc, ne pouvant frapper la tête de la coalition, l'Angleterre, Napoléon en frappera le bras. Cette formule est de Jean Tullard et elle illustre à merveille la situation. À partir de ce moment-là, l'empereur va donc entraîner avec lui à marche forcée ce qui s'appelle désormais la Grande Armée, direction le centre de l'Europe. Parce que de ce côté-là, eh bien, les Russes et les Autrichiens ont réuni leur armée et se dirigent vers la France. Et comme toujours avec Napoléon, eh bien, il est question de les prendre de vitesse. Donc à partir de début septembre, eh bien, à marche forcée, tambour battant, Napoléon dirige sa grande armée sur ses ennemis et déjà le 20 octobre, à Ulm, il rencontre les Autrichiens qui l'écrasent, évidemment. Mais bon, dans le même temps, la flotte française a été totalement anéantie, enfin la flotte franco-espagnole a été totalement anéantie à Trafalgar. Donc voilà, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. L'empereur va poursuivre les restes de l'armée autrichienne et il va faire son entrée à Vienne, sur sa route, il va faire son entrée à Vienne le 14 novembre 1805. C'est la première fois dans l'histoire que la grande capitale des Habsbourg doit s'incliner devant un conquérant. Et ça, c'est beau. Côté russe, le général Koutouzov, on va en entendre parler de celui-là plus tard, le général Koutouzov se replie au-delà du Danube et cherche à joindre les forces autrichiennes pour affronter l'empereur des Français. Les armées françaises, quant à elles, continuent d'avancer, elles dépassent Vienne et bientôt, ces premières lignes dépassent un petit village du nom d'Austerlitz. Et là, eh bien, les premières lignes françaises se retrouvent face à 73 à 86 000 austro-russes. Les Français sont pour le moment en infériorité numérique, ils sont dans une situation assez délicate, d'autant qu'une armée autrichienne commandée par l'archiduc Charles approche. Et bien là, pour Napoléon, il va être question de réfléchir, de se poser les bonnes questions et de repérer les lieux. Et d'ailleurs, en arrivant dans les environs d'Austerlitz le 21 novembre, il dit à ses aides de camp et à ses officiers « Jeunes gens, étudiez bien ce terrain, nous nous y battrons ». Eh bien, c'était prémonitoire. Que peut-on dire du champ de bataille d'Austerlitz ? Eh bien, l'important, c'est qu'au centre du dispositif, il y a un plateau absolument stratégique, le plateau de Pratzen. Et les Français occupaient ce plateau, puisqu'il était important, il permettait d'avoir une vision d'ensemble, de fondre sur l'ennemi, de contrôler le centre du dispositif. Mais le 28 novembre, à la surprise générale, Napoléon va demander à Murat, à Lannes, pas à moi, à Lannes, et à Soult d'abandonner ce plateau. Et c'est là où le génie se met en place, si vous voulez, mais on peut rien faire, c'est comme ça. Ces gros bourrins d'austro-russes, voyant que les Français dégarnissent le plateau de Pratzen, eh bien, ils vont voir ça comme un aveu de faiblesse et ils vont s'y précipiter, le nez dedans. Mais Napoléon a bien prévu son coup, et là, je lui laisse la parole pour que vous compreniez bien sa stratégie. Si je voulais empêcher l'ennemi de passer, c'est ici, sur le plateau de Pratzen donc, que je me mettrai. Mais je n'aurai qu'une bataille ordinaire. Si au contraire, je refuse ma droite en la retirant vers Brune, et que les Russes abandonnent ces hauteurs, fussent-ils 300 000 hommes, ils sont pris en flagrant délit et perdus sans ressources. Pas de commentaire, pas de commentaire. Le 1er décembre, la bataille va avoir lieu le lendemain. L'empereur peut compter sur environ 75 000 hommes et près de 160 canons. Plus loin, il y a le corps de Davout qui arrive à marche forcée, mais qui n'a pas encore joint les troupes françaises. Comment se présente l'armée française ? Eh bien, comme l'avait prévu Napoléon, donc on abandonne le plateau de Pratzen, on le laisse aux ennemis, et l'aile droite, on la laisse volontairement faible. C'est un appât, justement, pour donner envie aux ennemis qui garnissent le plateau de Pratzen de fondre sur eux, sur cette aile droite qui est frêle. Au centre, eh bien, il y a Oudinot, et puis Napoléon et la garde impériale, et enfin, plus au nord, il y a Lannes et Murat qui barrent la route de Brune. Et derrière eux, en retrait, il y a les troupes du maréchal Bernadotte, mais dans cette bataille, Bernadotte ne se mouillera pas trop. Et quand on connaît la suite de l'histoire de ce personnage, on comprend pourquoi quand même. Ah, j'en dis pas plus, faut vous renseigner. J'en dis pas plus, mais disons que parfois, il peut arriver que certains attributs masculins n'aient pas été livrés avec le reste du produit, voilà. Le soir du 1er décembre, la veille de la bataille, donc, l'armée est en bivouac, et là, il va se passer
un événement que Napoléon décrira comme la plus belle journée de sa vie, c'est-à-dire qu'il est aux environs de minuit, Napoléon se prend les pieds dans une souche d'arbre, hein, tout est éteint, on est dans le noir total pour ne pas donner sa position à l'ennemi, Napoléon trébuche dans une souche d'arbre, et là un de ses aides de camp allume une torche pour l'éclairer justement, parce qu'il vient de tomber, le pauvre, hein, quand même. Et là, eh bien, nous dit-on, l'ensemble des 70 000 hommes auraient tour à tour allumé leurs torches, recouvrant littéralement cette vallée de torches flamboyantes en pleine nuit, et c'était, dit-on, pour fêter les 1 an du sacre de leur empereur. Et c'était, dit-il, la plus belle journée de sa vie, voilà, c'est... Quoi ? C'est quoi, toi, la plus belle journée de ta vie ? C'est ton mariage, quand t'as eu ton scooter, voilà. Bah, lui, c'est Austerlitz. Au petit matin, donc le 2 décembre 1805, là, vraiment, on est dans le cœur de la bataille. Comme prévu, les 40 000 hommes du général autrichien descendent le plateau de Pratzen pour attaquer la droite française. La droite française résiste, se met à flotter, puis rompt. Ensuite, Davout, qui arrive vers le milieu de la matinée, vient lui prêter main forte. Les Français peuvent reconstituer leurs forces et maintenir l'assaut. Et là, au centre du dispositif français, il y a des divisions de puissants régiments commandés par Soult notamment, mais aussi par Saint-Hilaire, qui sont tapis dans le brouillard. Et c'est là que le brouillard a aidé. Et ce sont justement elles qui vont décider du sort de la journée, puisqu'elles vont sortir du brouillard, fondre sur les Autrichiens, sur le flanc des Autrichiens qui dévalaient le plateau. Et là, le tour était joué. Dans le même temps, 3 régiments de Saint-Hilaire s'établissent sur les hauteurs du plateau de Pratzen, qui est désormais contrôlé par les Français. Évidemment, ça va pas plaire aux Russes. Les Russes vont envoyer les fusiliers de la garde impériale et les cavaliers de la garde de leur empereur et vont tenter une violente contre-attaque contre les Français pour récupérer le plateau. Et Napoléon va lui aussi engager sa propre garde, et la garde impériale française, c'est une autre histoire. La cavalerie des 2 empereurs va alors s'affronter, et ça va tourner à l'avantage des Français. La lutte pour le plateau de Pratzen était terminée. Au nord, vous vous souvenez, il y avait Lannes et Murat, qui barraient la route de Brune. Lannes et Murat ont parfaitement fait le job, et on pourra saluer notamment les cuirassés de la division lourde de Nansouris, qui ont fait plier les Austro-Russes. Voilà, les Français contrôlent à peu près tous les points du champ de bataille, il ne reste plus qu'à redescendre du plateau de Pratzen pour retomber sur les unités qui en étaient descendues, vous vous souvenez, pour charger l'aile droite française, et là ça va être la débandade totale. Elles vont s'enfuir en traversant un lac gelé. Évidemment, le lac gelé va être bombardé par les canons, par l'artillerie de la garde, et ça va causer des centaines de morts. Oui, mais c'est la guerre, monsieur. C'est triste, hein, mais ça aurait été la même chose dans l'autre sens. Hein. C'est une bataille, c'est soit on la gagne, soit on tergiverse et on la perd. En milieu de journée, un splendide soleil se lève, sort du brouillard comme en sont sortis les régiments napoléoniens. C'est le soleil d'Austerlitz. La victoire est totale. Le soir de la victoire, depuis le balcon du château d'Austerlitz, Napoléon dira à ses hommes « Soldats, je suis content de vous. Je vous ramènerai en France, là vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on vous réponde « Voilà un brave ». Les Autrichiens et les Russes battent en retraite de manière totalement désorganisée. Le 26 décembre, ils n'auront plus le choix. L'Autriche va conclure la paix à Presbourg. C'est la fin de la 3e coalition et c'est la bataille la plus célèbre menée par Napoléon, et on en reparle encore aujourd'hui. Malheureusement, on parle aussi de Waterloo. Ah mais voilà, faut être honnête. Je vous invite à vous rendre à l'église Saint-Louis des Invalides, où les 50 drapeaux enlevés à l'ennemi à Austerlitz sont accrochés en haut de l'édifice, et c'est vraiment très émouvant. Et sachez aussi que les 180 canons en bronze capturés à l'ennemi ont été coulés, et ce sont eux qui ont servi à faire fondre la colonne Vendôme à Paris. Voilà pour la petite anecdote. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode sur TV Liberté, et évidemment, on se quitte sur un Vive l'Empereur. Voilà, ça tombe sous le sens. À bientôt.